Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter, enfin, je l'ai là à côté de moi, le Nikon Coolpix P1000. Regarde la taille, et là je vais sortir le zoom. C'est l'équivalent d'un 24-3000, c'est du délire, tu vas halluciner. On démarre, c'est parti. Alors tout d'abord, un grand merci à photosolar.com. C'est vrai que c'est mec courageux parce qu'il m'avait prêté le P900 et ça m'a pas vraiment plu. D'ailleurs, je t'invite à regarder dans le coin le conseil, jeter un coup d'œil sur le test que j'avais fait, qui m'avait pas convaincu. Et c'est une vidéo qui a eu 100 000 visites en espagnol, 26 000 je crois en français. Donc jette un œil, ok, un coup d'œil. Et là, je vais te parler de la nouvelle bête. Mais avant, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, youtube.com/ericgibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Je rappelle que je réponds à tous les emails et en général, je réponds à tous les commentaires. Et même quand on m'insulte quelquefois. Et si tu veux, j'ai des cours en vidéo, cours de photographie en vidéo à ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors, qu'est-ce que je vais te dire de cette petite bête ? La voilà. Eh bien, je vais le dire. Je sais que certains attendent de voir le test complet que je vais te présenter. Mais c'est un appareil photo qui m'a plu. Il a ses petites complications, ses petits avantages, ses inconvénients. Mais enfin, je peux dire que là, Nikon a sorti un bridge qui, à mon avis, tient la route dans les limites des possibilités d'un bridge. Mais là, je pense qu'il tient la route, effectivement. Alors, je vais te raconter 2-3 petits trucs sur cet appareil photo. Alors, le joujou coûte aux alentours de 1000 €. C'est pas peu, ok, c'est plus un jouet là. Mais attention, Nikon, là, ils ne se sont pas moqués du monde, puisque ça supporte le format RAW pour les photos. Ça fait de la vidéo 4K. Et très important, ils ont mis une prise micro. Alors là, on est en train de parler d'un truc là qui devient sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une réelle prédisposition à faire un truc qui tienne la route. Et ça m'a déjà plu. Mais évidemment, on parle du double du prix de la P900. Okay, du P900 qui au départ coûtait quand même de l'argent, mais c'est pas mal, quoi. Donc, on a un bon appareil, une bonne prédisposition, disons. Alors là, je vais te montrer 2-3 petits trucs de l'appareil pour que tu le vois en personne. Ok. Alors là, tu vois. Ok, je vais t'expliquer. Alors, c'est un appareil qui est assez facile à utiliser parce que les menus sont simples. Et là, alors, il y a deux. Ici, tu as la molette vitesse et là, la molette diaphragme. Alors ça, j'adore que ça soit séparé. Je trouve ça super. Ok. Après, les boutons sont simples, sont bien organisés et tout. J'aime bien le truc de vidéo, vraiment sous le pouce, c'est bien. Après, pour faire le zoom, tu as deux manières. Tu peux faire le zoom là-dessus, là, tu vois. Tu fais le zoom ici, ok. Tu as aussi un autre bouton de l'autre côté qui te permet de faire le zoom. Ok. Et tu as un bouton de retour qui est programmable. Tu peux décider que ça revienne là où tu voulais, ou où il était avant, ou comme tu veux, quoi. Tu as le flash intégré qui est là, voilà. D'ailleurs, il se rend compte que si le zoom est trop sorti, qu'il va faire de l'ombre, donc il ne saute pas le flash. Après, les menus sont vraiment cool, très simples, très facile à utiliser. Alors, menu, voilà. Tu vois, là, là, il est en espagnol le menu, mais enfin, si tu es en S, ça sur le S. Si tu es en A, le menu en priorité ouverture, il te l'indique en A. Et après, tu configures tout, voilà, comme ça, voilà. Alors ici, tu as les molettes de vitesse et diaphragme, ok. Donc, c'est vraiment très facile à utiliser. C'est vraiment très pratique. Le seul truc, c'est qu'il est énorme. Il pèse 1,5 kg, 1,4 kg et quelques. Alors, je vais te mettre la main sur l'appareil. Alors, tu vois la taille par rapport à ma main. Donc, il fait 1,4 kg. Donc, c'est pas un truc léger, quoi. Alors, l'écran n'est pas tactile.
Alors j'ai pas trop compris pourquoi, j'ai essayé mais il n'est pas tactile et je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas fait un tactile parce qu'à ce prix-là, ils pourraient. Il est complètement orientable, alors ça c'est cool, j'aime bien. Les boutons sont très bien disposés. Là vous avez là tu as le bouton d'enregistrement vidéo qui est vraiment bien placé sous le pouce. C'est vraiment, il est pas mal cet appareil, il est vraiment pas mal. Il est simplement énorme, donc il faut savoir ce que tu veux faire avec. Mais c'est pas le truc que tu promènes dans la poche, bien que sur la page de Nikon c'est mis dans la section des compacts, faut pas rigoler non plus quoi. Mais enfin voilà. Ok, donc tu vois, je t'ai fait une petite visite succincte, mais ça te donne une idée. Et la prise en main est bien, mais c'est énorme, c'est énorme. Tu as un bouton de fonction aussi qui te donne accès au menu direct que tu peux mettre, configurer ce que tu veux, les ISO, tout ça ici quoi. Voilà. Alors pour que personne puisse me critiquer en disant oui mais est-ce que le test était bien fait avec le pied, l'appareil photo sur un trépied, alors comme Nikon recommande quand on utilise le zoom ultra de mettre un trépied, je vais faire tout le test sur un trépied. Alors je te montre sa Manfrotto là. Ok. Et donc je vais aller depuis 24 mm jusqu'à 3000 mm en zoom optique. Je ne vais pas utiliser le zoom, il y a un zoom numérique additionnel, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais faire seulement le numérique, l'optique, pour qu'on voit la qualité réelle optique de 24 jusqu'à 3000 mm. Alors je vais le faire aussi bien en vidéo qu'en photo. Alors ce que j'ai fait pour l'essai là, j'ai mis le temporisateur jusqu'à 1000 mm, je l'ai mis sur 3 secondes d'attente, et à partir de 1000, je l'ai mis sur 10 secondes d'attente pour vraiment laisser le temps à l'appareil de se stabiliser si jamais j'avais touché quelque chose, le temps que tu appuies, pour que ça soit bien stable, avoir la stabilité maximum. Donc là tu vas voir les résultats. Et maintenant pour l'essai de la vidéo, j'ai fait une première avec le stabilisateur activé et une deuxième prise sans le stabilisateur. Évidemment, il n'y a pas d'autre option que de toucher l'appareil si on veut toucher le zoom. Donc même si c'est sur un trépied, il y a une légère vibration peut-être due à ma main, je ne sais pas, mais ça sera une utilisation réelle. De toute façon, pour toi, tu auras la même chose. Alors je te raconte là un petit peu à chaud là, en faisant les essais là, j'ai pas encore vu les résultats complets, mais la sensation en regardant, l'impression en regardant le petit écran, c'est un appareil photo que tu vas pas utiliser comme un pocket, c'est-à-dire que tu vas pas le sortir et faire de la photo déjà à la taille, non, mais tu dis tiens je vais faire une photo à 3000 mm sans problème. Non non non, il te faut absolument non seulement un trépied, mais un trépied de qualité. C'est un trépied à 20 €, ça sert à rien parce que c'est un appareil photo qui pèse beaucoup. Alors là, je m'assois dans le fourgon pour te raconter 2-3 trucs de plus que je t'ai pas raconté. C'est un appareil photo bridge, je crois que je sais plus si je l'ai dit. Donc ça veut dire que tu peux pas changer l'objectif, d'où l'importance d'avoir un objectif qui corresponde à tes besoins. Dans ce cas-là, c'est un zoom très, très puissant, énorme, 24-3000. Et aussi important, il a 16 millions de pixels. Donc 16 millions de pixels, si jamais je t'entends dire que c'est pas beaucoup, je vais me fâcher tout rouge. Ok, pourquoi? Parce que 16 millions de pixels, c'est suffisant pour le commun des mortels. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 millions, 35 millions. Beaucoup de professionnels, on utilise des appareils photo avec entre 16 et 20 millions de pixels et c'est plus que suffisant, même pour imprimer en grand format. Et écoute pas tout ce que racontent les fabricants et les vendeurs et tout ça, blablabla, blablabla et blabla. 16 millions, c'est suffisant. Alors un super bravo pour l'autofocus, c'est vraiment super bien. Ils ont enfin solutionné le problème parce que c'est vraiment un des trucs qui me déplaisait le plus au niveau du P900. Et là vraiment l'amélioration est impressionnante.
c'est très rare que j'ai pas réussi à faire la mise au point, ça a été très rare, et vraiment dans des situations compliquées où je pense que peu d'appareils photo auraient fait la mise au point correctement. Donc là, un super bravo. En plus, sur l'objectif, il y a une bague qui est utilisée pour ou la mise au point ou la compensation d'exposition. Donc ça permet de faire les deux trucs, c'est vraiment pratique, et tu vas pouvoir faire une mise au point manuelle précise, ou quand tu es en semi-automatique ou en automatique et tu veux faire une compensation, c'est vraiment super rapide, c'est très pratique. Alors le flash synchronise à toutes les vitesses, alors c'est super parce que ça veut dire que comme ça va jusqu'à 1/4 millième de seconde, si tu veux faire du strobisme comme on dit, ça va te permettre de faire de la synchro à haute vitesse, et c'est vraiment fantastique, quoi. C'est vraiment utile. Je suis très content avec la mesure d'exposition, ça va vraiment super bien. Là je suis en train de te montrer une vidéo, donc tu vois, tu pars des pieds et je monte jusqu'au ciel, et tu vois, ça passe par du sombre jusqu'à de la haute lumière, et la compensation, l'exposition se corrige très rapidement. Alors je te parle en vidéo, mais en photo c'est pareil, c'est vraiment, que ce soit en automatique ou en semi-automatique, l'exposition est super bien, et quand tu es en manuel, l'indication de si tu es exposé correctement ou pas est très précise, ça va très bien, quoi. Bon, tout n'allait pas être fantastique. Là, je suis en train de te passer des photos de 100 jusqu'à 6400 ISO. Et comme tu vois, à partir de 800, 1600 ISO, ça se gâte vraiment. Moi, je pense qu'à 3200 et à 6400 ISO, ça, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, ça permet d'aller jusqu'à 12 000 ISO en forçant. Ça, c'est même pas la peine d'essayer, quoi, à mon avis. Voilà. Ouh, alors tu pensais que 3000 mm, c'était beaucoup? Attends, t'es assis là? Alors, il y a un zoom numérique qui te monte jusqu'à 12 000 mm. Alors, c'est du délire. Évidemment, c'est un crop. Alors là, je te passe une photo. Tu vois le parking. Et je vais faire un premier plan à 3000 mm. D'abord, je commence à 24 mm. Après, je passe à 3000 mm. Et je termine à 12 000 mm sur une feuille d'un arbre qui est tombé. Bon, les feuilles, en général, des arbres ou des cahiers de classe. Mais enfin, ça, c'est plutôt d'un arbre. Donc, tu vois, ça fait un premier plan. C'est quand même du délire. Alors, important, arriver jusqu'à 12 000 mm, le zoom numérique, tu arrives seulement si tu es en mode lune ou en mode observation d'oiseaux. Et oui, ils ont même mis un mode lune pour faire un gros plan de la lune. Tous les gens aiment beaucoup de gens aiment faire une photo de la lune à chaque pleine lune. Ils ne se sont pas rendus compte que c'est toujours la même lune parce que l'autre, la face est cachée. Enfin bon, si ça les amuse, il existe le mode lune. Alors j'ai regardé, j'ai fait aussi bien du RAW que du JPEG, et je dois dire que les JPEG sortent super bien, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il leur rajoute un petit peu de netteté parce que je les trouve plus nettes que les RAW. Alors c'est possible, normalement les RAW on ne doit pas tricher, certains trichent quand même. Je ne sais pas si Nikon a triché sur ses RAW, mais là je te passe des photos d'avion par exemple, tu vois la netteté est très bien sur le JPEG, et le RAW, j'ai développé les RAW direct sans les retoucher, quoi, sans rajouter de netteté ni rien, et ils n'étaient pas aussi propres, quoi, voilà. Et c'est bien parce que c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas se compliquer la vie vers de la post-production, ils vont avoir un truc clair tout de suite, quoi. Alors là, je te passe quelques photos et vidéos pour que tu vois les couleurs. Les couleurs sont vraiment bien. Je trouve ça assez intéressant parce que vraiment, tu te rends compte qu'au premier coup, ils ont des couleurs vraiment légèrement saturé, tu vois, mais ça reste naturel. Je pense que les gens qui veulent pas se compliquer en retouche photo et justement et tout ça, ça va leur plaire. Ils vont directement avoir des couleurs pas mal. Je te passe vidéo là d'un tramway et des photos d'un tramway qui passe, et des photos en général, et tu vas voir le ciel, les couleurs, tout, c'est vraiment bien. Moi je trouve ça vraiment bien, quoi. Beaucoup de gens se demandent ce que c'est que 24 et ce que c'est que 3000 mm, la différence. Alors je te passe des vidéos là, je te passe des photos, pardon, pour que tu vois indiqué sur la photo en 24 mm où est-ce que je vais viser entre guillemets les 3000 mm, et là ça donne une idée de différence. C'est quand même impressionnant ce que tu peux obtenir. Donc évidemment la qualité c'est pas forcément là, l'exemple que je te passe à main levée, mais c'est quand même impressionnant, quoi. Je pense que quelqu'un qui a besoin de faire de la photo de très loin, c'est super, c'est vraiment super. Alors comme je sais qu'il y en a pas mal qui cherchent ce genre de zoom puissant pour faire de l'observation d'oiseaux et des photos d'oiseaux. J'avais fait une photo en manuel et après j'ai essayé le mode oiseau, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux, c'est plus net et tout. Je sais pas ce qu'ils y font, mais c'est bien. Donc si tu veux faire de la photo d'oiseau, c'est quand même pas mal.
Évidemment, un pigeon, c'est pas un super oiseau. Hein, d'ailleurs, je déteste les pigeons. Hein. J'ai la phobie des pigeons. Hein. Mais donc, tu vois, pour faire une photo d'un pigeon, ça marche. Hein. Okay. Et je pense qu'un autre oiseau aussi. Hein. Donc, c'est pas mal, tu as cette possibilité déjà inclus dans l'appareil. Alors, la grosse difficulté d'utiliser ce genre d'appareil, c'est la stabilité. Alors là, je te passe une vidéo pour que tu vois le difficile. Ce qui est difficile, c'est pas la stabilisation de l'appareil, sinon toi. Et en fait, c'est très difficile de faire un suivi avec une grosse amplitude de zoom. Donc là, tu vois, j'essaie de suivre l'avion et c'est super compliqué, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, n'oublie pas que je t'avais dit qu'une option, en plus du trépied, il fallait absolument utiliser le retardateur. Et en fait, il y a d'autres options. Une, c'est d'utiliser l'application de téléphone que Nikon a, qui te permet de shooter en regardant ton écran d'appareil photo et ton écran de téléphone et ne pas toucher l'appareil. Et l'autre option, il y a aussi un déclencheur à distance optionnel qui est aussi une solution si tu vas faire beaucoup de photos de ce genre et tu ne veux pas attendre 10 secondes ou n'importe quoi, ne pas du tout toucher l'appareil et déclencher à distance, quoi. Alors, il faut que je sois honnête. Maintenant, je vais dire les points noirs, ce qui ne m'a pas convaincu. Ok. Je pense que d'ailleurs Photosoula m'invite toujours à dire ce que je pense sincèrement parce qu'ils veulent des clients qui soient contents de ce qu'ils ont acheté et non pas mécontents. Finalement, si je n'achète pas un appareil, ils peuvent très bien acheter un autre. Donc, je vais parler des points noirs, mais aussi des inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est une question de goût ou d'utilité. Et les points noirs, on va voir. À mon avis, les points noirs sont solutionnables. Alors, point noir, vraiment noir. La batterie, 250 photos ou 120 minutes de vidéo. C'est la première fois que je teste un appareil photo et que je me retrouve à court de batterie. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors ça veut dire que si toi tu vas partir en voyage et tu vas être toute la journée sur la route, il faut absolument que tu aies une deuxième, une troisième, voire même une quatrième batterie. Ou alors acheter un pack batterie que tu peux brancher sur l'appareil et que ça charge en route, là, comme on utilise pour les téléphones. Ok. Donc ça, mais ça tu vas en avoir besoin dans les deux, l'une ou l'autre option, tu vas sûrement en avoir besoin. Et si tu prends l'option d'acheter des batteries supplémentaires, puisque le chargeur qui vient avec l'appareil charge en connectant l'appareil photo au chargeur, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller faire un tour et laisser la batterie en train de charger. Donc il faudra que tu achètes le chargeur optionnel qui te permet de charger la batterie en la mettant dans le chargeur et non pas en la laissant dans l'appareil. Voilà, alors ça c'est vraiment un point noir. Il y a un autre point qui, alors là, ça frise le ridicule. Tu sais, sur les griffes flash, quelquefois tu peux mettre un petit protecteur carré, comme ça, noir, qui est très utile. Ça permet qu'il n'y ait pas d'humidité sur le contacteur et ça ne s'oxyde pas. Et normalement, sur les appareils photo, ils te le donnent. Eh bien, Nikon le vend en option. Alors, c'est quand même c'est une honte. C'est une honte. Là, j'ai honte pour eux, quoi. Ça, c'est une petite pièce de plastique. Sur eBay, ça doit valoir 50 centimes ou sur Wix, un truc comme ça, Wish, 50 centimes. C'est vraiment lamentable que ça soit optionnel, quoi. Ça serait mieux que ça n'existe pas et ça ferait moins honte, quoi. Voilà, donc voilà, c'est une option qui existe. Voilà. Bon, allez, comme tu as l'air sympa, je vais t'expliquer comment utiliser ce genre d'appareil, mais pas seulement cela, tous ceux qui ont des zooms puissants où tu mets un téléobjectif puissant. 80% de tes photos bougées, c'est de ta faute. Donc c'est très important. D'abord, même si tu as un écran là, apprends à utiliser le viseur. Ok ? Parce que si tu es là, tu vas toujours plus être instable que si tu es calé. Donc tu vas caler tes coudes dans le bide, dans ton ventre. Tu vas bien regarder. Et là, tu vas inspirer. Et tu vas expirer un petit peu. Et tu vas bloquer ta respiration. Et là, tu vas déclencher. D'ailleurs, ça, je l'explique dans mon cours d'initiation en vidéo que tu peux trouver sur ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors, quand tu vas déclencher, surtout ne frappe pas le déclencheur. Il faut que tu appuies doucement et que ça parte tout seul. Quand je faisais du tir à l'arc, c'était comme ça. Tu ouvrais pas la main comme ça. Et là, et ça partait. Tu vois ? Tu dois laisser partir. Je pense que ceux qui font du tir au pistolet ou au fusil, c'est pareil. Tu caresses la gâchette jusqu'à ce que ça parte. Et là, c'est pareil. Parce que si tu vas faire un petit coup, l'appareil va faire ça. Ok. La prise en main, c'est très important. Il y a des gens qui prennent l'appareil photo comme ça. Jamais. La main dessous.
que ça soit bien stable. Et cette main soutient l'appareil. Ok? Ton autre main doit être souple. Elle tient le grip, tu vois, mais elle caresse le déclencheur. C'est important de pas de choc. Ok? Parce qu'à partir du moment où si tu as 24 mm et une autre vitesse, il n'y a pas de problème. Mais si tu as une amplitude de zoom énorme, tout petit mouvement, ça va faire une photo floue. Alors si tu utilises un trépied, il n'y a pas le problème. Mais si tu n'utilises pas de trépied, là tu vas avoir un gros problème rapidement. Voilà pour le truc. Alors, conclusion. Eh bien, d'abord, c'est la première fois que je fais un test de bridge Nikon et j'en suis content. Alors c'est vrai, je me suis fait incendier pour ce que j'ai dit sur les bridges Nikon et les gens pensaient que je suis anti-Nikon, alors que c'est faux, parce que je recommande le réflexe Nikon, la série 5000 par exemple, souvent je l'ai recommandé. Mais enfin bon, donc, alors, mes conclusions. D'abord, il faut que tu penses bien si tu as besoin de ce qui fait plus de 1000 mm, c'est-à-dire de 1000 à 3000. Parce que c'est un appareil qui est énorme, qui pèse 1,5 kg. Donc c'est pas un truc que tu vas trimballer tout le temps sur toi. Sauf si vraiment tu en as besoin pour aller faire la photo d'oiseaux, truc comme ça, tu vas en excursion, mais exprès pour ça. Mais imagine, tu es en train de skier, et dis, je vais m'arrêter de faire une photo. Alors ça, il faut que tu l'aies dans le sac à dos, protégé, parce que c'est grand et tout. Finalement, tu vas même pas faire de photo. Donc il va te falloir un deuxième appareil photo pour avoir dans la poche, un compact. Finalement, tu as acheté un truc que tu as à peine utilisé seulement pour les trucs spécialisés. Donc vraiment, c'est un appareil photo, à mon avis, qu'il faut que tu te poses bien la question si tu en as besoin et si ça va te servir à quelque chose, quoi. Alors, si tu as des petites mains et pas trop de force, oublie, parce que tu vas mourir là. C'est un truc. Moi, à la fin de la première journée, j'avais les mains explosées, quoi, du poids et de la taille. Ok, donc c'est un outil vraiment spécialisé. Alors, à qui c'est destiné? À ceux qui ont vraiment besoin de 1000 jusqu'à 3000 mm, parce que sinon, c'est absurde de transporter un bazar comme ça, un bazar entre guillemets comme ça, pour l'utiliser à peine sur la partie chère, en fait, chère et lourde. Donc, je pense que dans ce cas-là, si tu n'as pas besoin de plus de 1200 mm et tu n'as pas besoin de RAW, je pense que la Sony HV400X est beaucoup plus utile. Et si tu as besoin du RAW et jusqu'à 600 mm, c'est ok. Dans ce cas-là, le Panasonic Lumix FZ300 et qui veut jusqu'à 600 mm fait du RAW et ouvre à 2.8 sur toute la longueur, est bien plus logique. Ok. Alors, cet appareil, c'est pour qui alors? C'est pour ceux qui ont besoin d'un super téléobjectif. Un super téléobjectif, mais attention, n'oublie pas qu'un professionnel de la photo n'utilise jamais un 3000 ou un 2000 mm, ça n'existe pas. Ils vont quelquefois jusqu'à 600 mm, avec un duplicateur ça fait 1200, mais un 600 mm Canon par exemple c'est 12 000 €, ou un Nikon c'est pareil, quoi. Et un Sigma je crois c'est 5 ou 6 000 €. Donc n'oublie pas que si tu veux jouer dans le rang des grands, il faut un paquet de fric. Donc si tu veux un truc plus modeste au niveau du prix, ça c'est une bonne option. Mais attention, la qualité des photos ne va pas être la même. N'espère pas gagner un prix du National Geographic du perroquet le plus beau du monde avec ta photo. Sauf si vraiment une photo unique que personne d'autre peut avoir, mais dans ce cas-là c'est plus du paparazzi ou du reportage que de la photo de qualité d'oiseau par exemple, Donc il faut que tu le saches, mais tu peux quand même te faire très plaisir. Donc c'est un truc, c'est à toi de voir un petit peu selon tes besoins. Alors n'oublie pas qu'à partir de 500 mm, pour l'utiliser il faut d'abord que l'air soit très très propre. Faut pas qu'il y ait de chaleur, pas d'air en mouvement, parce que sinon ça va te faire une photo floue. Donc n'oublie pas aussi de voir dans quelle situation tu vas utiliser l'appareil. Si tu fais une super photo d'un oiseau ou d'un lion à 1 km ou à 500 mètres, il faudra peut-être que tu t'approches, parce que même si ton appareil y arrive, l'air en déplacement fait une photo floue. Donc c'est un truc que beaucoup de gens oublient quand ils veulent acheter un super zoom. Ils oublient que les conditions atmosphériques doivent être parfaites. Est-ce que moi j'achèterais ça? Moi, pour moi, non, parce que j'en ai pas du tout besoin. Est-ce que toi tu devrais acheter ça? Ça dépend de toi. Analyse bien tes besoins.
Mais c'est vrai que pour moi, c'est le premier bridge Nikon qui tient la route. Donc si tu dis, ouais, ben, je vais prendre le P900 qui va que jusqu'à 2000 mm, mais il est moins cher, non, parce que le P900, regarde ma review, il fait pas la mise au point ni rien. Alors, cet appareil photo, il faut que tu analyses bien tes besoins et tu regardes les caractéristiques. Si les caractéristiques correspondent vraiment à ce dont tu as besoin, pour ce que tu vas faire, tu auras peut-être besoin quand même de 2 appareils photo, un pour tous les jours et un pour des trucs plus spécialisés là-dessus. Mais enfin bon, si ça correspond à tes besoins. Pour la première fois, là je peux dire que Nikon a tenu ses promesses et les résultats sont là. Donc c'est vrai, ils tiennent leurs promesses, les résultats sont là, donc si ça correspond à ce dont tu as besoin, ce coup-là, je peux dire oui, c'est complètement recommandable et tu peux l'acheter les yeux fermés. Avec 1000 €, mais tu peux les acheter les yeux fermés. Enfin, 1000 € comparé aux 12 000 d'un réflexe, et tu n'aurais même pas 3000 mais 600 mm, plus le réflexe derrière qui doit tenir la route, c'est une histoire à 15 000 €. Donc 1000 au lieu de 15 000, je viens de te faire des économies là. Je vais te donner mon numéro de compte pour que tu me vires à ma commission, ok? Voilà, donc oui, je te recommande cet appareil si c'est vraiment ce dont tu as besoin, mais sinon il y a d'autres options. Voilà, donc ravi de l'appareil en l'utilisant comme on peut l'utiliser. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup à Photosula et bravo pour leur courage de me filer un bridge Nikon en sachant ce que je les aimais jusqu'à présent. Voilà, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Et n'oublie pas que tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. J'ai aussi des cours en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne, mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo, mon Instagram Gibaud, mon Twitter Eric Gibaud. Et merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.